curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Certains me connaissaient avant que je ne lance ce podcast, mais pour ceux qui m'ont découverte grâce à lui, peut-être ne savez-vous pas que je suis en parallèle la créatrice d'une gamme de granola, le Curcunola. Un granola au curcuma dont j'ai élaboré la recette pour qu'elle soit saine, digeste, sans gluten, cuite à basse température et peu sucrée. Alors, pour fêter l'arrivée de ce beau printemps, j'avais envie de vous proposer de bénéficier de 10% de réduction sur l'ensemble du site curcumabox.com grâce au code Bouge ton curcuma. J'espère que vous prendrez plaisir à déguster ce granola autant que j'en ai à le réaliser. Très bonne écoute! Je suis en compagnie d'Odile Chabriac. Elle est psychothérapeute, journaliste, naturopathe et auteure. Une sorcière des temps modernes, en somme, qui n'est autre qu'une femme savante. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont un sur lequel je voudrais particulièrement me pencher, qui s'intitule « Âme de sorcière ». Pourquoi a-t-on si peu abordé le sujet jusqu'à présent ? Pourquoi parle-t-on si peu de ce véritable génocide qui a eu lieu pendant des siècles, celui des sorcières ? Et c'est quoi une sorcière d'ailleurs ? Est-ce que ça pourrait être vous, moi, Odile ici présente, ou même votre grand-mère ? Bien loin du cliché de la verrue accrochée à son nez crochu, il s'agissait de femmes ayant une connaissance approfondie de la nature, du corps féminin aussi, elles pouvaient d'ailleurs accoucher d'autres femmes. Mais ça, c'était avant que le patriarcat ne s'en octroie le pouvoir. Nous allons approfondir ce sujet passionnant tout de suite. Bonjour Odile. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Ah, sur moi. Je croyais que c'était sur les sorcières. J'ai un chemin en zigzag, moi. C'est-à-dire, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai fait 10 ans du théâtre, de la communication, de la presse. Et puis après, je me suis formée en naturopathie, en psychothérapie. Et puis voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je suis naturopathe, psychothérapeute. J'ai ouvert une école de naturopathie, j'ai écrit plein de livres, je ne sais plus combien, 11 ou 12, un truc comme ça. Il y a un moment qu'on ne compte plus. Et voilà, et surtout je m'amuse dans la vie, c'est-à-dire en fait je fais que ce qui me plaît et que ce que je veux. Et qu'est-ce qui t'a amené, donc la psychothérapie t'a amené à la naturopathie, puis après approfondir... Ah non, c'est des chemins parallèles en fait, parce que moi mon premier bouquin de naturo, je l'ai acheté, j'avais 17 ans, donc ça m'intéressait. Quand j'étais toute petite, je voulais être... acupunctrice et fermière. Ah. Et en fait, je suis pas très loin du compte. Et même si j'ai pris des étranges chemins de traverse pour arriver là. Et donc, la naturopathie, quand j'avais 16-17 ans, c'était tellement marginal que c'était pas envisageable dans le milieu où j'étais. Mais j'en ai même pas parlé. Je veux dire, personne m'a dit non plus. Voilà. Et donc, j'ai fait du théâtre, ce qui était... marginal aussi, mais quelque part conceptuellement différent de la naturo. Et la psychothérapie, parce que j'ai fait des études de psychologie à la fac, pareil, parce que moi j'avais arrêté mes études sans faire d'études supérieures, hormis en théâtre, donc ce qui n'était pas vraiment des études supérieures, en tout cas dans le sens homologué pour les familles bourgeoises françaises. Et un jour, je me suis réveillée un matin en me disant « Tiens, il faudrait que je passe des diplômes ». Et donc là, j'avais commencé psychologie à la fac. Et puis après, j'avais poursuivi en faisant de la psychothérapie dans une école de psychothérapie qui s'appelle l'EPA, où j'enseigne maintenant, très ponctuellement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà. Donc non, c'est vraiment... Moi, tout m'intéresse dans l'être humain. Donc j'ai fait des tas de formations en plus de celles que les gens connaissent, on va dire. Et je pense que j'en ferai jusqu'à ma mort. Donc c'est vraiment l'être humain dans toutes ses dimensions. Exactement. Moi, c'est l'être humain dans sa joie. Et comme il y a des tas de choses qui peuvent faire obstacle à sa joie, c'était ça que j'avais envie d'investiguer, je pense. Et alors, à quel moment tu as eu envie d'investiguer le terrain de la sorcellerie ? Alors, pareil, les sorcières, c'est un peu comme la naturo. C'est une figure qui m'accompagne depuis très longtemps. Et puis même le potentiel magique de l'univers aussi. J'ai souvenir vraiment de moments où je dois avoir 8 ans, quoi, et où
où je sens des trucs bizarres et je me dis, ça peut pas être exactement comme on me dit, parce que moi je viens d'un milieu scientifique, voilà, où assez carré, mais en même temps c'est bien aussi, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore pour des tas de choses. Donc voilà, et j'ai coutume de dire effectivement quand on me lisait des histoires quand j'étais enfant et qu'il y avait la méchante sorcière et tout ça et qu'elle était très laide avec le nez crochu et la verrue au bout du nez. Et mais moi, je me disais pareil, je sentais comme s'il y avait un truc qui déraillait, qui me dérangeait dans l'histoire qu'on me racontait. Et après, il a fallu effectivement des années, puisque c'est en 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, entre-temps, j'avais fait des stages, bien sûr, sur le pouvoir au féminin. Donc le mot sorcière n'était pas un mot tabou dans mon microcosme, on va dire. Mais de là à le faire, le porter à l'extérieur, c'était une autre histoire. Et effectivement, pour ça, il a fallu le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où je me retrouve dans les bois, toute seule, à marcher, tout ça. Et là, je me dis, waouh, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Et j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. Je savais pas comment. Au début, je pensais que j'allais monter une école. Alors, pas de naturopathie, mais de magie, de sorcellerie, quoi. Et en fait, j'ai pas fait ça. Ça s'est fait, quoi. Voilà, le livre était un chemin, on va dire, un peu logique pour moi qui écrivais beaucoup et qui avait déjà écrit pas mal de livres. Et puis après, oui, les choses se sont faites comme ça. Et j'ai pas monté d'école de sorcière. Mince. Pas encore. Je sais Oui, pas parce si que j'arriverai dans cette vie-là. Ça repose sur quoi en fait? C'est quoi ce serait quoi l'enseignement? Ah, c'est une super bonne question, mais il y a plein de choses, justement. C'est moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on va appeler la sorcière, mais c'est accéder à toutes les dimensions de l'être humain et pour pouvoir les canaliser, les porter dans une direction. Donc c'est aussi bien prendre soin de son corps, de son esprit, de son émotionnel et de sa spiritualité, quoi. Voilà, pour moi, c'est vraiment un continuum de l'humain et une école de sorcière, ça serait de retourner au savoir des plantes, de retourner au savoir des rituels, de retourner, quoi. Voilà, il y a quand même on a plein d'informations et plein de connaissances à ce niveau-là. Et l'enjeu, parce que c'est vraiment ça, pour moi, l'enjeu, c'est la transformation de soi et puis potentiellement celle des autres s'ils en ont envie. Ce qui est finalement pas si éloigné d'une école de naturopathie. Mais on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, nous, au début, on disait on va faire l'école submarine, on va dire, et sous-marine, où il y aura une deuxième... Et pourquoi pas, on l'a pas fait, et ça peut... voilà, mais non, c'est pas super éloigné, puisqu'en plus, la naturopathie que je pratique est une naturopathie holistique, donc qui cherche à prendre en compte tous les plans de l'être, oui. Et alors, du coup, la sorcellerie, exactement, c'est quoi? Alors la sorcellerie, je sais pas. C'est l'art de jeter des sorts. Moi, je suis plutôt dans la magie. Je préfère le mot magie que le mot sorcellerie. Parce que pour le coup, le mot sorcellerie, il a vraiment une connotation sombre et un peu magie noire. La magie, moi, je dis, c'est l'art de la transformation. Et alors, pourquoi sorcière plutôt que magicienne? Parce que pour moi, dans le mot sorcière, il y a toute la dimension politique. Et là, cette dimension, elle m'intéresse énormément de la porter haut et fort et sur la place publique. Donc, ça aurait pu être magicienne, mais je trouve dans le côté magicienne, il y a le côté la petite étoile au bout de la baguette. Et non, enfin, je me reconnais pas du tout là-dedans, quoi. Ouais. Et du coup, une sorcière, alors, c'est quoi? C'est une femme de pouvoir, je dis. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment un pouvoir avec un grand P. Et pour moi, c'est ça. Mais donc, et j'aimais bien l'introduction parce que je crois qu'on a effectivement plus ou moins tout ça en nous. Après, la question, c'est est-ce que j'ai envie d'accéder à mon propre pouvoir et est-ce que j'ai envie de l'aider à s'ouvrir, quoi, blooming, quoi. C'est vraiment le mot anglais, s'ouvrir comme une fleur. Et alors, du coup, comment on fait si on veut exacerber ça en nous? Alors, je suis pas sûre que je sois capable de répondre à ça, à ce genre de questions. Déjà, moi, les questions du comment sont toujours des questions complexes parce que la magie, c'est toute une initiation, c'est tout un enseignement, c'est tout un cheminement. Et au-delà de ça, je pense, mais ça c'est ma croyance, c'est qu'il n'y a pas des règles. Donc, c'est-à-dire chacun va cheminer selon ce qu'il est, ses centres d'intérêt et va investiguer tout ça. Alors, effectivement, moi, j'ai
J'ai par exemple beaucoup travaillé en chamanisme, j'ai beaucoup travaillé en transe, j'ai beaucoup travaillé en yoga de la Kundalini, j'ai beaucoup j'ai beaucoup travaillé en naturopathie. Donc en associant ces différentes pièces de puzzle, j'ai beaucoup pratiqué de rituels avec des gens qui ont été formés pour le coup avec de la sorcellerie dure, on va dire, parce que nous en Occident on fait de la sorcellerie douce, mais qui ont été formés en Afrique, en Amérique du Sud. Donc ça donne des outils. Mais c'est intéressant le parallèle, parce que de la même manière que pour moi, la naturopathie n'est pas tout un ensemble de trucs et astuces qu'on fait pour aller bien et genre le terrifiant jus de citron au petit déjeuner, quoi, arrêtez tous et toutes. De la même manière, la magie n'est pas un ensemble de règles qu'on va appliquer comme ça en se disant... j'ai arrêté de m'énerver sur les réseaux sociaux, mais il y a un moment, le côté je vais écrire mes intentions, je vais les brûler, je vais planter 3 graines dans un pot de fleurs. Je dis pas que ça fonctionne pas. Non, mais je dis pas que ça. Et bien sûr que c'est un premier départ et c'est très bien, mais on peut pas réduire un chemin à ça, quoi. Et même. Enfin, même moi, je suis à des années-lumière de ce que font certains initiés, etc., qui travaillent dur depuis des années. Et eux, mais ils s'arrachent les cheveux, quoi, quand ils voient ce qui se passe actuellement, comme chacun a envie d'être une gentille sorcière. Voilà. Non, à la fois, déjà, j'ai infiniment de gratitude, parce que le livre fonctionne bien, et je commence à comprendre, parce qu'au début, on ne comprend pas pourquoi un livre fonctionne mieux qu'un autre et tout ça. Et je pense qu'effectivement, enfin, mon interprétation d'aujourd'hui, qui pourra peut-être changer, c'est que certaines femmes se sont reconnues dans des choses qui étaient jugées tabous socialement, on va dire, tout cette attirance pour un monde un peu plus sombre, ou justement toute cette pratique de rituel, toute cette pratique de covent, enfin, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la sororité, etc. Mm-hmm. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque temps, c'était pas tant sur le dessus, et ça a fait résonance. Et les gens se sont dit, ou en tout cas, c'est ce qu'ils me disent, en fait, je croyais que j'étais pas normale, et j'ai une certaine normalité. Donc, tout ça, c'est formidable. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ce livre, c'est juste une première étape par rapport à toute cette partie émergée de l'iceberg qui est un vrai chemin de retour sur soi, sur son pouvoir, sur son potentiel. Je ne sais pas si je suis claire. Si, très claire. D'accord, ok. Parce que pour moi, mais pour moi, c'est vraiment important. À la fois, je ne suis pas en train de dénigrer toutes ces jolies choses qu'on fait, et en même temps, pour moi... une sorcière, ou en tout cas la sorcière qu'on pourrait potentiellement inventer nous et qui serait la sorcière du 21e siècle et qui n'a rien à voir avec la sorcière du Moyen-Âge, même si mon enjeu et moi, mon premier enjeu dès le départ, c'était de les honorer, ces femmes-là. C'était, quoi, moi je me souviens, avant notre premier grand rituel, puisqu'on a fait des grands rituels avec une amie sur Paris, il y avait une centaine de personnes à chaque fois, et elle me disait, mais tu veux quoi? Et je disais, je veux honorer ces femmes-là, c'est vraiment important qu'on les sorte du trou de l'histoire. Et elles sont tombées dedans parce qu'elles étaient des femmes en plus. Et d'ailleurs, la seule chose qu'on leur reprochait à l'époque, c'était aussi d'être des femmes. Donc voilà. J'ai envie de dire, quand on voit la couverture, je crois que c'est Historia, il y a eu un magazine d'histoire qui est paru le mois dernier, qui disait, qui parlait du génocide justement des sorcières. On se dit, ok, ça commence à émerger. Je trouve ça important que le collectif assume cette part-là de l'histoire. On a tué des femmes parce qu'elles étaient des femmes, point final. J'ai envie de dire, tout le reste, après, c'est anecdotique. Après, reste à nous, et moi, je trouve que c'est un challenge formidable, d'inventer quelle serait la sorcière, c'est-à-dire la femme subversive et powerful, on va dire, donc pleine de pouvoir, du 21e siècle. Et ça, pour le moment... je trouve ça assez gentil, tout ce que je vois autour de moi, mais il va falloir y aller franco de fort. Il faut que ça aille au-delà d'un effet de mode. Alors, quelque part, moi, ça m'est égal qu'il y ait l'effet de mode. Je trouve ça chouette. Merci aussi, parce que j'en bénéficie et je vais pas me raconter d'histoire, qu'on va pas se cacher derrière le petit doigt. En même temps, moi, je disais, quand on me parlait de ça, je dis aux gens, en général, moi, je faisais des rituels avant la mode, je ferai des rituels après la mode. La mode, c'est du vent, quoi, je m'en fous. Je m'en fous d'autant plus que je pense que la transformation que tout ça induit chez les femmes, chez les hommes,
finalement, ça restera marqué. Et que ça reste marqué avec le mot sorcière ou pas n'a pas d'importance. Ce qui m'importe, c'est que les gens soient debout et avancent sur leur chemin à eux. Mhm. Est-ce que les gens aujourd'hui ont encore vraiment peur des sorcières? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ah si, ah mais Oui. c'est énorme. Ah mais non, mais c'est... Alors voilà, nous, faut toujours qu'on se méfie de notre vision un peu microcosme parisien. On s'amuse bien, on est entre nous, on se connaît. Alors l'ami de mon ami et mon ami et tout ça, ça... Et la femme de pouvoir, la femme qui ose... assumer ce qu'elle pense, assumer ce qu'elle vit, assumer sa sexualité, assumer son potentiel, mais elle terrifie les gens. Et elle terrifie les hommes, mais elle terrifie aussi les femmes. Non, c'est... donc après, on va raconter des tas d'autres choses. On va pas croire qu'elle soit susceptible de nous transformer en crapauds, mais quand même, non, pour le moment, c'est la femme qui n'est pas rangée. C'est les mémoires d'une jeune fille rangée, bah, c'est exactement l'inverse. Là, c'est les femmes non rangées. Représentent un danger social depuis toujours. Et on est juste en train de s'interroger, voilà, et de se dire qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là. Et je dis toujours, hein, on n'est pas à l'abri d'un retour de bâton, quoi. On va voir ce que ça donne. On va voir vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on peut parler plus librement, hein, clairement. Il y a 10 ans, on aurait été traité de fou, hein, de sorcière ou d'hurluberlu, j'en sais rien. Aujourd'hui, oui. Ah non, mais qu'est-ce que nous autorise la sorcière ? Enfin, ou qu'est-ce qu'elle nous appelle à faire ? Moi, ce que vous dites, c'est... Moi, je dis, le challenge, c'est justement d'oser en parler sur la place publique. C'est ce qui est fait dans différents médias, et je trouve ça super intéressant. Mais la prise de parole sur la place publique, elle n'est pas naturelle pour les femmes. Et puis, pareil, méfions-nous parce que ce que l'on vit à Paris, en France, aujourd'hui, est loin d'être universel, et je veux dire, même si on regarde à l'échelle de l'Europe, et même si on regarde à l'échelle du monde occidental, on reste un épiphénomène, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, et j'utilise, j'ai envie de dire, le concept de sorcière pour ça, c'est de donner du pouvoir aux femmes. Moi, vraiment, si j'avais un cheval de bataille, j'aime pas forcément cette expression, ni ma mission, parce que je trouve ça un peu gneugneux, mais ça serait celui-là, oui. Que les femmes osent vivre leur vie. Donc, moi, je veux pas leur donner du pouvoir pour leur faire quelque chose qui m'importe, c'est pour qu'elles fassent, qu'elles suivent leur route à elles. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai un propos très politique, en fait. C'est dans le sens de la vie de la cité. On a écarté les femmes en les brûlant du cœur de la cité. Aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, il est que les femmes se réapproprient ce qu'elles ont envie de faire au cœur de la cité. Donc, libre à elles de choisir. Donc, ton déclic, il est là pour l'écriture du livre ? C'est ça qui t'a... Oh, non, mon déclic, il était plus un déclic à la fois alors, de liberté. Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, je me suis connectée vraiment à une liberté totale. Et il y a la liberté, il y a la connexion avec la nature, qui est vraiment quelque chose de super important pour moi et dont on est méga privé aussi, pareil, quand on vit dans un monde urbain. Donc, c'était d'abord ça qui m'importait. Mais c'est vrai qu'après, en voyant se dérouler les choses et en faisant les enquêtes, pareil, parce que MeToo, c'est octobre 2017, mais avant MeToo, c'est intéressant parce que je pense que, j'espère, on va voir, en tout cas, que dans l'histoire des femmes, MeToo sera comme une rupture, en tout cas, de conscience. Mais moi, quand j'enquêtais, donc c'était avant MeToo, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est MeToo ? MeToo, c'est pareil, la dénonciation sur la place publique de l'abus que certaines femmes ont subi de la part de certains hommes. Mais j'ai envie de dire, l'énorme déflagration que ça a été au niveau collectif, c'est qu'en fait, toutes les femmes ont subi, sous une forme ou sous une autre, un abus de la part du masculin. Alors après, il y a bien sûr des degrés dans ces abus, mais en tout cas, et le fait que les femmes osent, on est vraiment dans la magie et la sorcière, c'est-à-dire, j'ose dire, ça m'est arrivé. Le plus important, c'est finalement de dire oui, ça m'est arrivé, sans forcément dénoncer la personne. Après, ça relève d'autres enjeux, en tout cas, selon moi. Mais
Donc moi, quand j'ai fait l'enquête pour le livre, c'était avant MeToo. Et effectivement, toutes les notions des violences obstétricales, donc les violences aux femmes pendant l'accouchement, tout le rapport du monde médical au corps de la femme, tout simplement, tout ça, je sentais que c'était porteur de vachement de violence et de violence tue, en fait. Et pareil, il y avait eu Martin Winkler, par exemple, qui est un médecin qui avait déjà beaucoup dénoncé ça, quoi. Il y a des gens qui avaient travaillé dessus, mais c'était pas encore... il y avait encore du tabou là-dedans. Je dis pas que c'était 100% tabou, de la même manière que pour les règles, de la même manière que tout ça. On sentait que c'était déjà... On pouvait en parler un peu plus, en tout cas qu'il y avait une transformation générationnelle, mais c'était pas... aussi clair, aussi explicite que maintenant. Et oui, pour moi, il y a eu un vrai changement. Donc, je veux dire, entre l'intention de début du livre, qui était peut-être plus folklorique pour ma part à moi, déjà, c'est-à-dire, effectivement, moi, j'ai ma maison à la campagne, je peux faire mes rituels, avec mes copines, on faisait des rituels, on pouvait danser, voilà. Mais, et tout d'un coup, comment l'enquête a fait résonance sur... ce qui se passait dans notre monde. Mais moi, surtout, c'est de dire, mais en fait, on a la prétention d'être un monde moderne, mais alors qu'on est d'un archaïsme et d'un... il y a plein de trucs. La manière dont les femmes sont traitées aujourd'hui montre à quel point on est un monde d'arriérés, quoi. Moi, je poste très régulièrement le nombre de femmes tuées depuis le début de l'année, sans que ça fasse bouger, mais les pouvoirs publics ne bougent pas. Ils sont interpellés par des tas de femmes à chaque fois, quoi. Pour eux, c'est pas du tout une priorité, quoi. Et donc oui, pour moi, on est au début. Et puis c'est à nous de prendre les choses en main. Bien sûr. Alors ce podcast traite de la santé. Et dans ton livre, tu racontes des choses hyper intéressantes sur le sujet, puisque les sorcières ont été pendant longtemps des guérisseuses, les guérisseuses du peuple. Et elles se sont faites chasser. Et il y a plusieurs raisons à cela. Est-ce que tu peux nous les expliquer ? Alors, oui, c'est vraiment intéressant et pareil, les choses ont bougé, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que certaines sorcières étaient des guérisseuses et on les a effectivement tuées pour ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, ce qu'il faut retenir, c'est que 1492, on n'a pas seulement découvert l'Amérique, mais c'est aussi la chute de Cordoue. C'est-à-dire que en fait, la médecine arabe, qui était beaucoup plus avancée que la nôtre, entre en Europe. Et cette médecine va complètement transformer le rapport au médical, aux soins, etc. Et les premières universités de médecine vont être créées dans la continuité de cet apport par les Arabes de ce savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les universités de médecine, les femmes, elles n'y étaient pas bienvenues, hein. Donc, c'était des universités destinées aux hommes. Et donc, les hommes, une fois formés, ont pris le pouvoir de la connaissance médicale. Et donc, dans un véritable enjeu de pouvoir, il a fallu supprimer, éloigner les personnes qui pratiquaient la médecine d'une autre manière et d'une manière empirique. Alors, en plus, quand on voit... Molière l'a bien montré, hein, parce que, j'aime dire, 2 siècles plus tard, c'était la même chose. Mais finalement, quand on voit la connaissance que les sorcières avaient et des plantes et du corps, puisqu'effectivement, du corps dans sa physiologie, et quand on voit la médecine qui était pratiquée et enseignée dans les facultés de médecine à cette époque-là, dans les universités d'ailleurs, l'avantage est plutôt du côté des sorcières. Mais n'empêche que le pouvoir était du côté des hommes. Ils n'avaient pas seulement le pouvoir pour ça. Ils avaient le pouvoir aussi parce que l'Église voyait d'un très mauvais œil arriver la médecine, puisque selon l'Église, si on était malade, c'était de la faute de Dieu, quoi, ou c'était le choix de Dieu en tout cas. Et donc, si Dieu décidait qu'on devait mourir, il nous faisait mourir. Et donc, l'Église s'était mise d'accord avec les premiers médecins et pour que, quand il y avait un malade... il y avait à la fois le médecin qui se déplaçait à son chevet et il y avait à la fois un prêtre. Donc voilà, donc il y a eu un rapport, une association Église-patriarcat qui est assez coutumière d'ailleurs, enfin qui n'est pas inhabituelle quand on regarde l'histoire. Et ça a fait que l'Église a aussi participé à la chasse aux sorcières en reprochant à ces femmes cette connaissance. Et en plus, et on disait...
Être une mauvaise guérisseuse, c'était une chose, mais être une bonne guérisseuse, c'était pire encore, parce que ça voulait dire que le diable nous soufflait les recettes à l'oreille. Donc, quelque part, de toute façon, les sorcières étaient perdantes dans tous les cas. Dans tous les cas, ouais. Ouais, exactement. Du coup, est-ce que toi, ça a changé ton rapport à la santé d'avoir écrit ce livre, d'avoir compris cette histoire, cette partie de l'histoire? Non, moi, j'étais déjà complètement là-dedans. Moi, je dis toujours, je fais, même si ce n'était pas ce nom-là, mais je soigne mes proches avec des plantes depuis que j'ai 12-13 ans. Voilà, donc c'est... Non, pareil, ça me fait mieux comprendre pourquoi il y a une médecine officielle qui ne veut pas lâcher. J'ai envie de dire, en dépit de toutes les études, en dépit de... Il y a un truc où ils sont arc-boutés sur je sais, et les autres ne savent pas, parce qu'à la limite qu'ils savent, ça j'en suis bien d'accord et bien convaincue, mais il y a potentiellement des autres qui peuvent savoir autrement, et le autrement, ça n'existe pas. Dans le monde médical, on va dire occidental... voilà, il y a des enjeux et de pouvoir et d'argent, et ces enjeux datent de cette époque-là. Vont s'y ajouter le fait que le corps des femmes, la société en Occident considère que le corps des femmes lui appartient. Et alors, je ne connais pas assez bien les autres pays pour comparer en Orient, etc. Mais enfin, je pense que c'est un peu le cas partout dans le monde quand on voit les pieds bandés des Chinoises. Voilà. Mais voilà, c'est comme s'il y avait de manière implicite l'idée que de toute façon, une femme n'est jamais assez grande pour s'assumer toute seule. Donc, il faut qu'on l'aide à gérer son corps, et puis comme en plus c'est elle qui fait les enfants, c'est quand même beaucoup mieux si on décide à sa place. Oui. Mais je crois que, et dans la médecine, a collaboré en permanence avec cette idéologie-là, donc les médecins se sont invités en salle d'accouchement et en ont exclu les matrones, bien sûr, mais ça a eu des conséquences extrêmement importantes pour les femmes à tous les niveaux. Bien sûr, oui. Enfin, on le voit aujourd'hui, on rame un peu, serait-ce qu'au niveau de la maternité. Ah, mais complètement. On le voit aujourd'hui voilà, comme si... Moi, je suis assez troublée, comme si les femmes étaient mineures et n'avaient pas la possibilité de discerner ce qu'elles voulaient faire de leur corps ou pas. Ouais. En même temps, alors les choses bougent, mais c'est à quel prix? Oui, bien sûr. On voit il y a des doulas qui commencent à arriver, il y a oui. peut-être une forme de sorcière aussi qui reprend mais un complètement, peu le pouvoir. Mais d'ailleurs, oui, j'en parle dans le livre des doulas, et j'ai des amis qui sont doulas et je trouve ça formidable, mais on va toujours chercher à jeter de la suspicion, mais vous vous rendez compte du risque que vous prenez, mais vous voilà, il y a toujours comme si c'était comme si les autres savaient mieux que la personne qui vit dans son propre corps. Mais on injecte la peur, en fait. C'est exactement mais ça. complètement, la peur, ça devient un moyen de pouvoir. Et c'est super important, Alors que collaborer... En fait, l'objectif, c'est pas de faire que les femmes dominent le monde. L'objectif, c'est que tout le monde, dans son savoir et dans sa connaissance, collabore avec tout le monde. Nous, on fait de la naturopathie, on n'a rien contre la médecine. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours, on n'a pas la moitié du quart de leurs connaissances. Sauf que nous, on parle de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même manière d'appréhender les choses. On les voit à peu près dans l'autre sens. Voilà. Et ensemble, ça pourrait donner des choses intéressantes. Alors, il y a des pays où la médecine intégrative commence à émerger. Il y a d'autres pays où ça émerge de fait, mais avec des crispations et qui sont vraiment importants. C'est un vaste sujet. Ah oui. C'est quoi la santé pour toi ? Moi, je la mettrais en lien avec la joie. J'aime bien la définition de l'OMS, c'est-à-dire un bien-être physique, psychique et spirituel. Donc, c'est vraiment... C'est Boileau, je crois, qui avait dit « La santé, c'est le silence des organes ». Il n'a pas tort non plus, parce que quand un organe commence à parler, en général, on n'est pas très content. Mais oui, il y a l'idée du déploiement dans la santé, c'est-à-dire pouvoir être pleinement soi-même dans son plein potentiel. Et donc la maladie ? La maladie, c'est une résistance quelque part qui va s'exprimer, mais ça peut être pareil à tous les niveaux.
Est-ce que tu penses qu'il est possible d'agir en amont de la maladie? Ah ben bien sûr. Moi je travaille sur je fais, on va dire, une thérapeutique de terrain. Donc bien sûr. Nous en naturo, même si on va être amené à utiliser des plantes et tout ça, on va avant tout chercher à les utiliser pour assainir le terrain et non pas en remède à quelque chose. Nous, quand on est dans le remède à quelque chose, c'est déjà qu'on n'a pas bien fait notre travail en amont. Donc oui, pour moi, c'est... Après, avec toutes les limites que pose un monde moderne, extrêmement violent, extrêmement stressant, extrêmement pollué, et qui va faire que le corps, il fait ce qu'il peut dans le contexte dans lequel il est plongé. Mais bien sûr, je pense qu'on peut faire avant la maladie. Et quelle place tu accordes à l'alimentation dans tout ça? Majeur. En naturopathie, l'alimentation fait partie des 3 techniques majeures, donc alimentation, exercice physique, psychologie, donc fondamentale. Et la qualité, avant tout, quoi. Oui, la qualité. Ouais. Toi, ton rapport à l'alimentation, il a toujours été sain ou Ouais, moi je suis... T'as été élevé comme ça, en tout cas? J'ai été élevée comme ça, j'ai été élevée dans un rapport à la fois sain et gourmand. Alors, j'ai envie de dire, le sein de mes parents n'est pas la même chose que le sein de moi aujourd'hui. Et mon alimentation n'a rien à voir avec celle qui m'a été transmise. Mais oui, nous, on est une famille où on mange bien, où on consacre beaucoup d'argent à la nourriture. Ça fait vraiment partie des priorités, ça fait partie des choses qui vont nous réunir. Et voilà. Mais sans en faire une fixation non plus. Parce que le côté aussi orthorexique, je dois absolument bien manger, si le saumon il est pollué, je mange quoi. Voilà, moi quand je vois quand les patients sont trop raides sur ça, je dis mais attendez, il y a pas de souci, arrêtez de respirer quoi, parce que là ça va pas être possible, hein, on est à Paris, donc voilà, donc mais oui, moi j'ai pas, je touche du bois, enfin non, il y en a là. J'ai pas eu besoin de passer par l'étape de la maladie pour amener une transformation dans mon alimentation. Moi, c'est passé par une curiosité voilà, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais toute seule en plus. Donc, ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, tout à fait. Oui, je dois beaucoup à l'herboristerie de Milly-la-Forêt parce que on faisait beaucoup de marches quand j'étais enfant et on allait à la forêt de Fontainebleau et on s'arrêtait systématiquement à Milly faire des courses et il y a une herboristerie magnifique qui existe toujours. Et mais moi, petite fille, je rentrais dans cette herboristerie et je savais que pour moi, c'était le paradis, quoi. C'était mon endroit. Et voilà. Et donc, petit à petit, j'ai remonté la corde. Donc, petite, tu avais quand même déjà des aptitudes... Ouais, des prédispositions. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes vies précédentes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut te qualifier de sorcière? Pareil, je sais pas répondre à cette question-là. Je pense que oui. J'ai un ami qui dit oui, une sorcière, en fait, c'est une vraie femme. Et je pense que oui, je suis une femme debout. Je peux m'écrouler aussi et me relever. Mais je suis une femme debout et je cherche à déployer mon pouvoir au monde et pour transformer ce monde, parce que tel qu'il est, ça me va pas. Si ça, c'est une sorcière, alors oui, je suis une sorcière. Et quelle est la place des hommes, en fait, dans ce processus? Est-ce qu'il y a des sorciers, finalement? Est-ce qu'on aurait pu écrire un livre âme de sorcier ou... Ouais. Je pense que la place des hommes est très importante. Il y a eu des sorciers, il y a toujours des sorciers. Le problème, c'est plus la même histoire. Enfin, j'ai envie de dire, eux, ils ont leur chemin à faire. Nous, en tant que femmes, et juste quand on se met place à cet endroit-là, on a notre chemin à faire. Pour moi, c'est un chemin à la fois de rencontre, de collaboration, de partage. Mais ce sont 2 histoires différentes parce qu'on ne part pas du même endroit. C'est-à-dire que nous, on a un trou de plusieurs siècles à remplir. Et il ne s'agit pas ni de vengeance, ni de faire payer, ni de rattraper quoi que ce soit. J'ai envie de dire, ce sera moi, mon rêve, on verra comment ou s'il se réalise ou pas, mais ça existe en Norvège. Il y a un monument qui a été fait à la reconnaissance des sorcières qui ont été assassinées. Et j'ai envie de dire, si alors l'État français ou des citoyens ou n'importe quoi décidait de faire, alors moi je me disais, faut prendre un arbre, un très vieux chêne, et puis dire, ok, c'est une forme de reconnaissance du collectif pour ce qu'on a fait subir aux femmes, et j'ai envie de dire pas seulement les sorcières, mais aux femmes depuis toujours. Et peut-être qu'on pourrait reprendre un top départ et dire, ok, maintenant collaborons masculin-féminin
la joie de nos différences, parce que voilà, tout va bien. Tant qu'il y a... moi, je suis assez intéressée de ce qui se passe maintenant. Pareil, moi, je dis, mon enjeu est très politique et je suis très intéressée par ce qui se passe en politique. Quand on voit qu'effectivement, les femmes gagnent, je ne sais plus combien, 25% de moins que les hommes. Enfin, je ne sais pas si le chiffre est juste, mais peu importe. Alors, tous les hommes, ça les scandalise quand on leur dit ça. Et puis, quand on dit, ok, mais maintenant, pour rattraper le coup, il va falloir que vous perdiez un peu de votre salaire pour qu'on se retrouve à un juste milieu. Là, il n'y a plus personne qui est d'accord. Donc voilà, c'est-à-dire que les bonnes intentions, là, tout le monde les a. Mais quand la réalité du changement de comportement et de ce que ça va impliquer dans les rapports hommes-femmes, dans les rapports à l'éducation des enfants, dans les rapports aux tâches ménagères, dans les rapports aux politiques, c'est-à-dire, oui, pourquoi les femmes, elles ne seraient pas ministres des Finances, je veux dire quoi. Voilà, c'est-à-dire pourquoi on ne gérerait pas l'argent à la maison aussi. Là, je pense qu'il va y avoir d'autres résistances. Après, je pense que ça finira par se résoudre. C'est juste qu'on doit être à un temps de l'histoire et que l'histoire va évoluer. Est-ce que tu organises des stages ou des formations ? Donc, tu as une école déjà de naturopathie. Alors, moi, j'ai une école de naturopathie. J'organise très, très peu de stages de formation déjà parce que je suis très occupée. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'emmène des gens sur le chemin de Saint-Jacques, mais voilà, et c'est toujours un tout petit groupe, et parce que c'est toujours magique pour le coup, là, on expérimente. Pareil, c'est pas dans un cadre religieux, c'est vraiment dans un cadre humano-spirituel, on va dire, humaniste et spirituel. Après, ce que je ferai dans l'avenir, on verra. En même temps, j'ai pas envie, j'ai rien contre l'argent, j'ai aucun problème avec l'argent. Pour le moment, j'ai pas envie de faire du business de tout ça. Je dis pas que je m'interdis de le faire quand j'aurai une idée qui me paraîtra juste et qui méritera d'être développée. Mais voilà. Et parce que pour moi, c'est un truc super important. Et encore plus quand il y a un livre qui est connu, quoi, voilà. Et tout d'un coup, on devient une image qui n'est pas qui je suis non plus. Moi, je veux être libre. En fait, les autres, ils voient la sorcière comme ça, mais très bien qu'ils la voient comme ça, quoi. Moi, j'ai pas de problème, mais moi, je suis pas forcément comme eux, ils la voient. Et c'est vrai qu'on avait commencé à faire des rituels et ça marchait super bien et c'était vraiment des moments forts et puissants. Puis à un moment, on s'est senti un peu obligés. Il y avait le côté, c'est quand le prochain et tout ça. Moi, dès que je me sens obligée, c'est fini, quoi. Donc, je suis retournée dans ma campagne et tout va bien. Voilà, y a pas, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc, voilà, je fais ce que je veux et ce qui m'amuse de faire. Ouais, c'est important. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais pour rester en bonne santé au quotidien ? Moi, je fais plein de choses. Je passe la moitié du temps à la campagne. Non, c'est faux. Là, je mentirais. Je mens éhontément. Enfin, je suis censée passer la moitié du temps à la campagne. Cette année, ça a été une autre aventure. Je mange très, très bien. Je pratique du sport. Je me fais soigner, entre guillemets, quoi, accompagner au niveau énergétique. Non, voilà, je prends vraiment soin de moi. Alors après, je fais des choses mal aussi. Je suis pas stressée, c'est pas vrai, mais je suis très occupée. Donc ça amène quand même une forme de tension au corps. Je suis trop enthousiaste. Donc voilà, ouais, ça coûte quoi, tout ça. Et que des fois, j'ai du mal à aller dormir parce qu'il y a tellement de choses passionnantes à faire. Mais non, je prends vraiment soin de moi. Et tu te sens connecté à ton féminin ? Est-ce que tu t'es connecté au cycle de la nature, la lune ? Ah oui. Je sais où est la lune. Je sais quand elle... Ouais, pour moi, c'est comme une grande sœur dans le ciel, quoi. Oui. Et puis moi, j'aime le cycle, mais j'ai toujours aimé ça. Quand il fait pas froid en hiver, ça me fait paniquer, quoi. Il y a quelque chose... Oui, il y a vraiment quelque chose de charnel dans tout ça. Après, comme je dis, c'est vrai 90% du temps, et puis il y a 10% du temps où je vais zapper parce que je vais avoir quelque chose d'autre, ou parce qu'il va arriver un truc à un enfant, ou voilà. Et je m'autorise ça aussi. Il n'y a pas une bonne note pour être une bonne sorcière ou une bonne femme. Ou, voilà, mais en tout cas, ce sont des questions que je me pose quotidiennement. Déployer le féminin en moi, déployer l'être humain en moi. Ouais, quoi. Ça peut venir dans l'école de naturopathie. Aussi, bien sûr, j'accompagne des gens et c'est magique. Et merci beaucoup, Odile. Merci. Bouge ton curcuma.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast et bien sûr à partager. Je vous retrouve sur curcumabox.com avec le code Bouge ton curcuma pour bénéficier de 10% sur l'ensemble du site. À bientôt.